C'est un conflit qui fait la une des journaux, mais c'est en réalité un conflit qui dure depuis plus de 30 ans dans cette région d'Afrique qu'on appelle la région des Grands Lacs, qui s'est intensifiée dans le nord Kivu, une région à l'est de la RDC frontalière du Rwanda. Pour en parler, nous recevons deux experts. Lionel Zinsou, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, ancien Premier ministre du Bénin, fondateur de Managing Partner de Southbridge, société de conseil financier stratégique dédiée au continent africain. Thierry Vircoulon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI. Peut-être si l'on pouvait déjà poser la géographie, nous donner une idée de ce que représente cet espace de fracture, ce qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs. L'Afrique des Grands Lacs, c'est donc la zone où vous trouvez le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et puis évidemment l'est de la RDC, qui est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. C'est une zone qui est en conflit depuis 30 ans, comme vous le disiez, depuis les années 90, avec d'une part le génocide du Rwanda en 94 et la chute de Mobutu en 97. Et en ce qui concerne l'est du Congo, qui est le lieu où se déroule le conflit actuellement, c'est un espace qui représente à peu près 2 fois la taille du Portugal et 20 millions d'habitants. Donc c'est quasiment l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu qui constituent quasiment un pays, grosso modo. On a, Lionel Zinsou, dans cette région, un territoire à la fois riche en ressources et donc marqué par une histoire de violence. Oui, alors il est riche en ressources naturelles. C'est aussi le fait de cette fracture géologique qu'on appelle le rift. C'est là où vous avez effectivement le lac Kivu, le lac Albert au nord, le grand lac Tanganyika au sud. Mais il y a beaucoup de ressources minières. Mais les ressources minières font-elles le bonheur des peuples et sont-elles vraiment un facteur dans des économies très peu développées, avec très peu d'infrastructures, avec très peu de capacité d'exporter, parce qu'on est loin de tout. Vous savez qu'en RDC, il n'y a pas d'ouverture portuaire sur l'Atlantique. Donc on est obligé d'aller vers l'océan Indien, traverser plusieurs pays. En fait, on a des problèmes d'évacuation. Ce sont des pays, l'est de la RDC, c'est vraiment extrêmement enclavé. C'est magnifique. Du point de vue, vous savez, même le Kivu, le lac Kivu était même une zone touristique extrêmement appréciée. On allait sur les bords du Kivu pour se reposer. Enfin là, on est vraiment dans l'extrême. Quoi comme paysage ? Là, et les paysages sont magnifiques. Il y a des hautes terres et il y a, si vous voulez, une biodiversité exceptionnelle. Et quand on est capable d'investir ce qu'a fait le Rwanda, ce que commence à faire l'Ouganda sur les parcs naturels, vous savez, on paye maintenant très cher pour aller dans ces parcs. C'est hors de prix. C'est hors de prix, oui, parce qu'il y a eu des infrastructures, d'ailleurs, faites par les Sud-Africains. Donc, ça pourrait être le paradis terrestre. Et en fait, comme Africain, moi, quand je suis allé dans cette région des lacs, et quand j'ai regardé Goma, mais de l'autre côté de la frontière, du côté rwandais, sur les bords du lac Kivu, je me suis demandé si ce n'était pas la partie la plus pauvre, la plus déshéritée pour les hommes, les femmes qui y habitent, avec le plus de déplacés, avec le plus de risques sanitaires au monde, d'une certaine manière, parce que c'est aussi un endroit où il y a eu tellement de mouvements de population et où il y a eu des crimes contre l'humanité incroyables, des abus sexuels extraordinaire, etc. On se demande si ce n'est pas le plus tragique en réalité. Et oui, c'est ce que je me disais, Thierry Vircoulon. Il y a, par exemple, pour l'histoire de l'Ukraine, de la Biélorussie, cette expression forgée par Timothy Snyder, les terres de sang, parce que dans cette région, il y a eu des millions de morts. Et ce que l'on découvre, c'est que l'Afrique des Grands Lacs, c'est aussi une terre de sang entre le génocide des Tutsis au Rwanda, la première guerre du Congo, la deuxième guerre du Congo, donc entre 1998 et 2003, il faut parler de 6 millions de morts ? Non, on ne sait pas en fait. La vérité, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes sont mortes là-bas. Les chiffres sont tout à fait fantaisistes en fait. Je ne peux pas vous faire l'historique de ce chiffrage, mais il a commencé par une étude américaine au début du siècle qui disait qu'il y avait eu 1 million de morts. Et puis après, chaque année, on a rajouté 1 million de morts. Donc on est arrivé à des chiffres assez étranges. En fait, on ne sait pas, mais il y a toujours des chiffres étranges qui circulent. Les choses que l'on sait, le génocide des Tutsis, c'est entre
800 000 et 1 million de morts. Mhm. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre? La première guerre du Congo, on évoque, donc c'est entre 1996 et 1997, 250 000 morts. Mhm. Et c'est ensuite la deuxième guerre du Congo où il y a un débat sur les chiffres avec une fourchette, j'ai honte de dire ça, mais entre 3 et 5 millions de morts. Est-ce que on peut considérer que ces chiffres sont... La vérité, c'est qu'on ne connaît pas la population de ces pays parce qu'il n'y a pas de recensement depuis les années 80. Et donc, de même qu'on ne connaît pas la population actuelle, on n'a pas été passé, on n'est pas capable non plus de compter les morts, hein, précisément. Et donc, cette comptabilité macabre, souvent, n'a pas beaucoup de sens, en tout cas, n'est pas basée sur des méthodes scientifiques. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu à la fois donc un génocide, à la fois des actes de guerre, des populations civiles touchées par la guerre et des morts par la famine. Ce qu'on sait, pour revenir à des chiffres précis, c'est qu'on est actuellement à 7 millions de déplacés dans l'est du Congo, ce qui est un chiffre record actuellement à cause du conflit du M23, on parlera tout à l'heure, et qu'on est sur le Nord Kivu, qui est l'épicentre en fait de ce conflit, on est à quasiment 3 millions de déplacés. C'est une situation humanitaire qui n'a cessé de se détériorer depuis la résurgence du conflit du M23 en 2022. Et les chiffres, en effet, humanitaires, des impacts humanitaires sont très impressionnants. Est-ce que l'on peut dire, Thierry Vircoulon, que c'est une tragédie humaine pratiquement sans équivalent, sauf peut-être à revenir à la Seconde Guerre mondiale avec ce qui s'est passé en Russie, en Union soviétique, pardon? Je ne sais pas parce que, comme je vous l'ai dit, la comptabilité macabre ne repose pas sur des bases scientifiques. Les déplacés, par contre, on en est certain. Si on regarde la situation, on compare avec l'autre grande guerre qui a lieu en Afrique, qui est la guerre au Soudan. La guerre au Soudan est en tête, puisqu'elle fait actuellement 11 millions de déplacés et 3 millions de réfugiés, et talonnée de près par la RDC. Donc voilà, si on veut en effet comparer les situations humanitaires, c'est le deuxième drame humanitaire du continent après la guerre au Soudan. Lionel Zinsou, vous qui êtes économiste, comment vous appréhendez cette situation? Donc ces pays, on l'a dit, ont des ressources dans leur sous-sol qui sont extrêmement valorisables. C'est un peu leur malédiction. Pour le reste, a-t-on affaire à des économies qui avaient des perspectives de se diversifier? Comment les choses se déroulent-elles? Alors oui, c'est des économies qui ont une capacité de progrès importante. D'ailleurs, le Rwanda, c'est une des croissances les plus fortes en fait du continent. Le Rwanda, c'est le contraire d'un État failli. Il se trouve que malheureusement, la RDC, dans sa partie est, ressemble à un État failli où très peu d'infrastructures sociales tiennent encore debout et les autorités, les institutions, au fond, sont très peu présentes et très efficaces. Mais encore une fois, d'une certaine manière, c'est d'ailleurs quelque chose qui inhibe le jugement sur ce que fait le Rwanda en entrant sur le territoire, en armant le M23, et ça c'est désormais établi par les rapports des Nations Unies, tous les rapports des témoins. Mais ce qui inhibe la critique, c'est que le Rwanda a obtenu un peu le brevet de meilleur gestionnaire public du développement et également de champion de la lutte contre la corruption. Donc, indépendamment des libertés publiques, en termes de gestion, de management, oui, ce sont des économies qui sont promises dans le moyen terme a tout à fait une efficacité. Mais à ce jour, vous voyez, le revenu par tête au Rwanda ou à l'est du Congo, c'est la moitié du Bénin, mon pays en Afrique de l'Ouest. Donc c'est quand même aujourd'hui, même le Rwanda, avec son image d'efficacité, c'est quand même la partie la plus pauvre de l'Afrique. Mais alors, comment explique-t-on cela? Comment, sur la longue durée, a-t-on affaire donc à un petit pays, puisque le Rwanda est un petit pays, la RDC c'est un grand pays, 100 millions d'habitants. Comment assiste-t-on donc à des pays qui ont eu des difficultés à trouver un niveau de vie suffisant? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez une malédiction particulière, c'est d'avoir les matériaux les plus critiques pour la transition énergétique et le fait d'avoir du coltan, du cuivre, le cuivre est un petit peu plus au sud, de l'étain, etc. Tout ça, c'est très nécessaire. Les terres rares, c'est très nécessaire
pour le monde entier. Mais il n'y a plus pratiquement de grandes sociétés, parce que vivre dans cette situation, et on écoutait tout à l'heure un reportage sur les mineurs, les orpailleurs, il y a aussi pas mal d'or et de diamants, hein, dans le Nord Kivu et en Ituri, au nord encore de Goma. Et là, vous avez des conditions pour les mineurs qui sont encore pires qu'au Salvador, si vous voulez. Et donc, il n'y a plus que d'assez petites sociétés appuyées sur des milices et avec des liens très précis, chacune avec un mouvement armé, si vous voulez. Et donc, l'État a explosé. Et il n'y a pas d'infrastructure. Vous savez, il y a 2600 kilomètres entre Kinshasa, la capitale, et Goma. Mais on ne peut pas les faire en moins de presque 3 jours, parce que le système de transport même à l'intérieur de la RDC, et à la fois pour évacuer les produits, c'est pour ça qu'on les évacue d'ailleurs vers l'Ouganda et vers le Rwanda, mais c'est impossible. On ne peut pas apporter une aide aux forces armées, supposé qu'elles le souhaitent, de la RDC, parce qu'il y a des problèmes d'intégrité assez sérieux dans ces forces armées, mais on ne peut pas rapprocher la sécurité. Et aujourd'hui, il y a des gens pour penser qu'il va se passer, comme à la chute de Mobutu, un raid vers Kinshasa, en fait, pour prendre le pouvoir central. Ce n'est même pas complètement exclu. C'est vous dire combien c'est peu intégré que l'économie et le système de transport de la RDC. Bon, alors Thierry Vircoulon, on a posé le paysage, le cadre de ce drame. Est-ce qu'il faut considérer que le Rwanda et la RDC, ce sont les deux personnages, donc avec des histoires de conflits et d'ingérence, qui expliquent la situation en cours? Est-ce le bon cadre d'analyse? C'est plus large que ça, puisque c'est les Grands Lacs, et que les Grands Lacs, c'est un système de conflit qui implique aussi l'Ouganda, le Burundi et même d'autres pays jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc c'est une situation de conflit qui est largement régionalisée, qui n'est pas simplement une question congolo-rwandaise, même si évidemment avec le M23 c'est une question surtout congolo-rwandaise, mais comme je dis, la dynamique actuellement qu'on observe autour du M23, c'est la re-régionalisation du conflit comme à la fin des années 90, et donc il y a des fortes craintes de retour à 1998 en fait, et on se demande si on est en 2012 quand le M23 avait déjà pris Goma, ou si on revient à 98, parce que comme vous le disiez, il y a des velléités de faire tomber le pouvoir à Kinshasa, et là ça nous ramènerait en 98. Oui, parce que si on veut dire les choses de manière synthétique, il y a eu 2 guerres au Congo. La première guerre de 1996 à 1997, la deuxième que vous évoquez de 1998 à 2003, avec des violences où l'on trouvait un certain nombre de groupes, dont déjà ce M23. Peut-être quelques mots pour nous présenter le M23 et puis les autres groupes, parce qu'il y en a eu beaucoup, les milices Maï Maï, l'ADF, la FDLR, bref, qui étaient des protagonistes de cette deuxième guerre du Congo qui a fait énormément de morts. Oui, alors la seconde guerre du Congo, c'est ce qu'on appelle la première guerre mondiale africaine, c'est-à-dire que vous aviez plusieurs pays africains qui avaient envoyé leur armée au Congo pour combattre, l'Angola, le Zimbabwe, etc. Et puis l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Et donc le Congo était devenu un champ de bataille africain. Et en plus de ça, en effet, il y avait de nombreux groupes armés d'autodéfense qui s'étaient créés dans l'est du Congo, qu'on appelait à cette époque les Maï Maï, et qui existent toujours. Et un certain nombre de groupes armés étrangers qui sont en fait l'exportation des oppositions armées ougandaises, burundaises et rwandaises de l'autre côté de la frontière. Et donc, en effet, les ADF pour les Ougandais, et puis les FDLR, qui sont les héritiers en quelque sorte des génocidaires de 94 pour le Rwanda. Donc une exportation de mouvements d'opposition des pays voisins, mais en même temps une ébullition africaine avec des déploiements militaires africains. Lionel Zinsou. Je crois qu'il faut convoquer beaucoup de gens pour comprendre, parce que en dehors des deux protagonistes, Rwanda et RDC, on est obligé d'évoquer quand même un peu l'Europe et un peu la Belgique. On est quand même obligé d'expliquer que le tribalisme, l'opposition systématique entre Hutus et Tutsis, les Tutsis étant présents dans les deux pays, Rwanda évidemment, mais également RDC, ont été développés de façon cynique
et pendant des décennies. Et ont créé dès l'indépendance, dès 1961, des velléités de génocide, et probablement 300 000 victimes, et des mouvements de population. On est obligé de convoquer un peu la Belgique. On est un peu également obligé de convoquer un Occident qui a besoin des matières premières critiques, et qui, c'est un peu comme Blood Diamond, hein, c'est les diamants du sang. Vous avez le coltan du sang, les terres rares du sang, et on est un peu obligé d'inviter la Chine, qui est de très très loin le bénéficiaire principal de ces matières premières, et qui lui donne aujourd'hui, dans la transition énergétique, dans l'industrie des batteries, dans l'industrie du téléphone portable, des avantages considérables, tout le monde fermant les yeux sur la non-conformité absolue et les crimes contre l'humanité, pas simplement les crimes de guerre, qui vont avec ce système minier. Donc, et après, on dira peut-être un mot du fait que l'Afrique est totalement divisée. C'est une guerre mondiale africaine, mais d'une Afrique complètement divisée véritablement sur le terrain. Hein. On va se retrouver dans une vingtaine de minutes. On va continuer d'expliquer ce conflit entre la RDC et le Rwanda, un conflit mémoriel et ou une guerre économique. Nous sommes en compagnie de Thierry Vircoulon, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI, et Lionel Zinsou, économiste et ancien Premier ministre du Bénin. 8h sur France Culture. 39h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et l'on évoque ce conflit qui oppose aujourd'hui la RDC au Rwanda, un conflit qui plonge ses racines à la fois dans une région, l'Afrique des Grands Lacs, une région qui concerne le Burundi, la RDC, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, avec un sous-sol très riche, mais aussi un volcan géopolitique avec de nombreuses tensions ethniques, des influences étrangères, des conflits économiques. Nous sommes en compagnie de l'économiste Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin, et du coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe à l'IFRI, Thierry Vircoulon. Et puis une sorte de miracle, nous avons réussi à joindre Colette Braeckman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter au journal belge Le Soir. Colette Braeckman, vous étiez il y a quelques heures à Goma. Je suis encore à Goma, d'où les difficultés. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui à Goma? Qu'est-ce qui s'y déroule, Colette Braeckman? Pour l'instant, la ville est calme, la vie reprend parce que les gens vivent au jour le jour, donc on nettoie, on balaye, mais tout le monde pleure ses morts, les hôpitaux sont pleins, débordent de blessés, les médicaments manquent encore, et surtout, vous avez à la porte de Goma des camps de déplacés avec au moins 800 000 personnes, 800 000, qui ont reçu un ultimatum de 72 heures qui expire ce soir pour quitter les lieux, rentrer dans leur campagne à 70 kilomètres d'ici avec leurs bagages sur leur dos, et c'est tout. Donc là, il y a une désolation absolue. Désolation absolue, opposition, donc affrontement entre le M23 et la RDC. On vient d'évoquer l'histoire de ce mouvement. Qu'est-ce qui se déroule aujourd'hui, Colette Braeckman? Pourquoi, alors qu'on est donc dans une histoire qui s'étend sur 30 ans, pourquoi à nouveau ces affrontements d'après vous? Parce que d'après le M23, les autorités congolaises n'ont pas tenu leur promesse qui était de les réintégrer dans le système politique, dans l'armée. Et l'argument de Kinshasa, c'est que le M23 est un mouvement composé de Tutsis congolais qui ont de fortes relations avec le Rwanda, et que c'est un mouvement qui est au fond un avant-poste de l'influence de Kigali. Et donc Kinshasa refuse de discuter avec eux. Eux affirment qu'ils sont originaires du pays, qu'ils ont le droit de rentrer chez eux, de participer à la vie politique. Et finalement, ils se sont dotés d'une antenne politique plus large, Alliance Fleuve Congo, qui prétend fédérer beaucoup plus largement au Kivu l'ensemble de ceux qui s'opposent au président Tshisekedi. On l'a dit, l'une des clés, alors je ne sais pas si c'est une clé de compréhension, mais en tout cas c'est une clé invoquée par les acteurs, c'est l'opposition, l'affrontement entre les Tutsis et les Hutus. Ce n'était pas nécessairement ça au départ. C'était ça, bon, si on retourne 30 ans en arrière, évidemment, c'est la clé du génocide au Rwanda, c'est la clé des problèmes dans la région, l'afflux de réfugiés Hutus au Congo, la guerre déclenchée par le Rwanda,
ça, c'est la matrice. En fait, ici au Congo, les gens vivent ensemble. Mais aujourd'hui, à la faveur de la guerre actuelle, moi je constate une polarisation croissante. Les gens dans la rue ne parlent plus de Hutus et de Tutsis, ils parlent de Nilotiques contre les Bantous. Ils se sentent envahis par des Nilotiques, c'est-à-dire les Rwandais, des Rwandais, des Kenyans, des Soudanais, Dieu sait quoi, ça fait partie du fantasme, mais ça existe dans l'esprit des gens et il faut conjurer tout cela le plus vite possible. Lionel Zinsou, qu'est-ce que vous en pensez? On a dit donc qu'il y avait cet affrontement. On assiste, j'allais dire de manière impuissante, mais justement, est-ce que la communauté internationale pourrait faire quelque chose? Pourquoi y a-t-il si peu d'attention portée à ce conflit? Alors sur la communauté internationale, c'est une tragédie aussi pour l'ONU, hein, et ça depuis des années, parce que les casques bleus sur le terrain, qui sont en ce moment, si j'ai bien compris, à Goma, mais il faut peut-être que vous nous le précisiez, mais ils sont pris au piège eux-mêmes, en fait. Ils étaient là pour stabiliser les institutions, protéger les civils, c'est un échec, et ils sont en cours de départ. En fait, ce sont les dernières troupes qui étaient encore à Goma, mais le Congo a chassé les casques bleus. Hein. Et après, un constat d'échec très fort. Donc, c'est pas aisé pour la communauté internationale. Et pour l'Afrique, c'est très divisé, parce que ce que vous venez de dire, Madame Bretman, c'est qu'il y a une opposition plus large encore que Tutsi, qui représente justement ces populations nilotiques, puisqu'on est tout près des sources du Nil, n'est-ce pas? Et puis les agriculteurs bantous. Bon, mais ça, c'est quelque chose qui implique et le Burundi, et l'Ouganda, et le Kenya, si vous voulez. Et donc, vous avez les pays de la communauté d'Afrique de l'Est qui soutiennent plutôt le Rwanda, mais qui sont eux-mêmes très, très divisés et partie prenante de ce rejet par la population de certaines populations considérées comme halogènes. Et puis vous avez l'Afrique australe, autour de l'Afrique du Sud, où là encore, vous avez plus de 2000 soldats sud-africains au piège de Goma, qui ne peuvent rien faire, qui ont eu des victimes. C'est extrêmement impopulaire en Afrique du Sud. Et donc, si vous voulez, on est très, très divisé. Cela étant, moi, j'ai assisté pendant une semaine, au tout début du régime de M. Tshisekedi, une semaine à Kigali, en tête-à-tête avec Paul Kagame, et il y a eu un moment où on a pu penser qu'on allait régler un certain nombre de ces problèmes miniers, de ces problèmes économiques, avec une volonté de sortir de ce conflit. C'était très impressionnant, assez bien soutenu par l'Angola, qui est peut-être le pays qui tire le mieux, qui comprend le mieux et qui offre le plus de solutions. C'est tragique, mais c'est pas désespéré, probablement. Thierry Vircoulon fut un temps, notamment lors du génocide des Tutsis, où il était question de la France, avec un rôle qui, bien entendu, a été largement controversé, la responsabilité de la France dans ce génocide. Il y avait aussi la question de l'affrontement entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Est-ce que ces grilles de lecture sont encore d'actualité ou bien sont-elles aujourd'hui obsolètes ? Non, elles sont obsolètes aujourd'hui. La situation a considérablement changé. Les clivages identitaires que mentionnait Colette Brackman sont ceux qui renvoient à l'époque de la guerre. Donc on voit bien qu'à chaque moment de tension, les mêmes clivages sont remobilisés et instrumentalisés par les uns et les autres. Mais ces clivages identitaires, qui sont des constructions historiques plus ou moins artificielles, sont surtout le masque de luttes d'intérêts économiques, comme on disait tout à l'heure, et financiers, qui sont des luttes féroces. Et la guerre qui est actuellement en cours, je l'appelle pas la guerre parce que ça fait 30 ans, donc on peut plus l'appeler une guerre. Mais guerre de 30 ans, ça a existé dans d'autres lieux. Oui, bien sûr, mais disons que le fait que l'Est congolais soit une zone grise et que ça soit maintenu comme une zone grise pour faciliter la prédation économique renvoie en effet à une question d'évolution économique internationale, qui est l'importance considérable de certains
certains minerais pour l'industrie high-tech, des nouvelles technologies. Et donc on voit bien que c'est aussi une guerre qui s'inscrit dans ce panorama économique, qui est une guerre en fait fondamentalement économique, et qui est pour le partage, si je puis dire, d'un butin qui est très intéressant, et qui est celui des minerais qu'on appelle les 3T, et de l'or aussi, dont les cours ont explosé depuis maintenant plusieurs années. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt français ou d'intérêt, je ne sais pas s'il faut dire anglais, américain dans la région, parce que, encore une fois, quand on prend François Mitterrand en 1994, c'était sa grille d'analyse. Vous nous dites qu'elle est obsolète. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui d'intérêt de ce type? Mais déjà, à l'époque, ça a été une grave erreur, parce que je ne sais pas quels intérêts français il y avait à défendre dans un pays qui produisait que du thé et du café, c'est-à-dire le Rwanda. Et donc le fait qu'on se soit impliqué dans cette tragédie pour rien économiquement parlant laisse aussi songeur sur les décideurs de l'époque. Donc des intérêts économiques français en RDC, il n'y en a pas non plus. Epsilonien, puisque c'est surtout un terrain de jeu pour les Chinois, qui possèdent 70% du domaine minier en RDC, et quelques intérêts anglo-saxons qui sont dans les mines, puisque la France n'a pas d'industrie minière quasiment. Donc il n'y a pas d'intérêt économique français, il y a une certaine vision que je dirais politico-culturelle, parce que c'est des pays francophones, où ça l'était en ce qui concerne le Rwanda, qui ne l'est plus, etc. Mais économiquement, la France n'a aucun intérêt dans la zone et joue un peu la mouche du coche, en fait, actuellement dans le dispositif diplomatique. Colette Braeckman, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes neutre en quelque sorte, vous êtes belge, encore que la Belgique pèse de tout son poids par son passé colonial dans la région. Et là aussi, comment peut-on envisager le rôle notamment du Rwanda? Parce que, bon, l'image du pays a évolué au travers donc des années. Je pense que pour le Rwanda, le Congo était très important. D'abord, à mon avis, c'est d'abord pour des raisons sécuritaires. Le président Kagame ne veut pas qu'il y ait des attaques contre le Rwanda qui s'organisent depuis la frontière congolaise, depuis le Kivu, où se trouvent encore des populations, disons, arrivées voici 30 ans et qui ont gardé, dit-il, une idéologie génocidaire. Donc, il y a d'abord l'impératif de sécurité. Le deuxième, c'est l'accès à des zones, comme on l'a dit, très riches, dont le Rwanda se veut une plateforme d'exportation. Et à mon avis, et alors il y a le troisième point, c'est le Rwanda a changé. Le Rwanda est le 5e contributeur de troupes des Nations Unies. On a parlé de l'inefficacité des casques bleus. Les Rwandais sont très efficaces là où ils se déploient. Ils se déploient notamment au Mozambique, Mhm. dans les pays du Sahel, et ils se rendent utiles à la France. Et donc la France, si vous voulez, est revenue dans le jeu d'une manière paradoxale. Le président Macron s'est réconcilié, c'est une très bonne chose, avec le président Kagame, avec le Rwanda, et le Rwanda s'est rendu utile à la France en envoyant des troupes, en envoyant des casques bleus ou des troupes gouvernementales pour stabiliser des points qui sont importants aux yeux de la France, le nord du Mozambique, parce qu'il y a l'exploitation gazière de Total, les pays du Sahel ou le Rwanda. Voilà. Et donc, il y a cette réconciliation, et cette réconciliation, paradoxalement, est très mal vue au Congo. Et ici, à Goma, où je me trouve, les gens sont fâchés globalement sur les Français. Ils ont l'impression que les Français les ont lâchés, et qu'au sein de l'Union européenne, c'est la France qui s'oppose à des sanctions contre le Rwanda. Donc l'histoire a basculé. Justement, vous envisagez ça comment, Colette Braeckman? Parce que donc on a un pays, le Rwanda, c'est un peu son paradoxe, qui a un modèle de développement qui est à la fois applaudi, salué, et puis on voit bien que ça n'est pas un modèle de développement démocratique. Est-ce qu'on peut dire les choses ainsi? Oui, c'est ça, et je crois qu'il y a le côté d'ombre et de lumière, Mhm. le côté lumineux du développement rwandais, on le connaît, on l'a mis en avant, mais il y a le côté sombre aussi, il y a le côté de société très contrôlée, fermée, avec des ambitions peut-être hégémoniques sur la région. Et aujourd'hui, tout ça est sur la table, et je pense que la situation est compliquée pour le Rwanda aussi, parce qu'il est exposé à la lumière, alors que jusqu'à présent, il se développait avec la santé
l'assentiment de l'ensemble de la communauté internationale. Maintenant, il est en conflit pratiquement ouvert avec beaucoup de pays de la région, bien sûr avec le Burundi qui a déployé 10 000 hommes pour défendre Bukavu, avec l'Afrique du Sud. Et donc, il y a des problèmes internes en Afrique aussi et qui se reflètent même sur le plan international. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel Zinsou? Là-dessus, justement, puisque vous êtes économiste, cette question donc du Rwanda, qui est à la fois un modèle de développement et un pays autoritaire. Oui, mais si vous voulez, dans la mesure où Paul Kagame a arrêté un génocide, en tout cas c'est la thèse fondamentale, la communauté internationale a beaucoup de difficultés à lui opposer. Tu dois respecter des règles, par exemple d'alternance, t'effacer, alors qu'il peut être président de la République jusqu'en 2034, et il l'a été depuis 2000, 34 ans, ça peut faire beaucoup, mais personne n'ose le faire. Et par ailleurs, les services rendus, par exemple sécuritaires en Centrafrique, dont on ne parle jamais, ou au Mozambique, dont on parle beaucoup et où ça a été très efficace, c'est financé par l'Union européenne. De même que l'Union européenne vient de passer sur les fournitures de matières premières critiques pour la high-tech, un accord avec le Rwanda. De même que la Grande-Bretagne, rappelez-vous, du gouvernement Sunak, voulait y envoyer les rejetés de l'asile politique. Donc il y a toute une série de services rendus à la communauté internationale. Avez-vous noté que le seul chef d'État qui ait dit que de dissoudre l'USAID, donc la coopération internationale, ce qui va d'ailleurs beaucoup obérer la sécurité, notamment sanitaire et humanitaire en RDC. Hein. Mais le seul chef d'État qui ait dit c'est une très bonne idée du président Trump d'arrêter l'USAID, ça a été Paul Kagame. Donc, si vous voulez, il y a un avantage diplomatique, il y a un avantage militaire, il y a un avantage économique, mais il y a surtout un avantage de la mauvaise conscience de la communauté internationale. Donc, le Rwanda ne sera pas freiné. Et il dit d'ailleurs, nous n'avons pas peur des sanctions, et ils l'ont abondamment prouvé. Donc, pour l'instant, c'est un très petit pays, 90 fois plus petit que celui qui se perçoit comme agressé, la RDC, mais la communauté internationale, de fait, est beaucoup plus alignée derrière le Rwanda. Et donc, la clé, à mon avis, est plutôt en Afrique, et elle est plutôt sur le terrain économique. Si vous voulez, quand vous voulez qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale entre la France et l'Allemagne, et que l'Europe soit dévastée, vous commencez par faire une communauté de l'acier et du charbon. Et ce qui était en train de se préparer il y a encore 5 ans entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, c'était une communauté sur précisément des ressources absolument rares qui peuvent être beaucoup, beaucoup mieux valorisées. Je pense qu'il y a un chemin, il est plutôt porté par l'Angola, mais qu'il y a un chemin pour trouver, une fois un dialogue rétabli, quelque chose qui, économiquement, ferait sens pour les deux pays. Thierry Vircoulon, qu'en pensez-vous? Non, puisque en fait, c'est pas quelque chose que veulent les gouvernements de la région. Ils refusent ça, puisque en fait c'était déjà une solution qui avait été mise sur la table à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui a été relancée en effet quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et en fait, comme on a un système kleptocratique dans les Grands Lacs, et c'est une économie extrêmement criminalisée, mais criminalisée à la fois par le haut et par le bas, par les gens eux-mêmes et par les gouvernements de la région, eh bien ils ne veulent pas du tout rentrer dans un système de formalisation économique des flux d'exploitation de la région, mais préfèrent rester dans une exploitation criminelle des ressources naturelles qui constitue une part importante du budget du Rwanda, puisque depuis le début du conflit du M23, le Rwanda a doublé ses exportations de minerais en valeur. Il est passé de 500 millions à 1,1 milliard de dollars depuis le début du conflit. Donc on voit bien que c'est un conflit qui a un fondement économique très fort, un but économique très fort, et dont la raison
est en fait à rechercher dans la politique économique du Rwanda, en ce qui concerne la résurgence du M23. Mais après, plus largement sur l'ensemble de la région, puisque l'Ouganda aussi pioche dans les mines d'or et le Burundi aussi pioche dans les mines d'or du Congo, on voit bien que tous ces régimes s'alimentent financièrement par ces trafics et par cette économie criminalisée, et donc n'ont aucun intérêt à rentrer dans une solution économique. Lionel Zinsou. Oui, mais 500 millions de progrès dans les caisses rwandaises sur le commerce des métaux par rapport à toute la valorisation qu'on pourrait créer, toute la transformation qu'on pourrait créer, c'est pas grand-chose. Hein. 500 millions, c'est 1/120e du PIB de la RDC. C'est très petit, donc ce n'est pas ça le moteur. Et par ailleurs, oui, il y a beaucoup de gouvernements kleptocratiques dans la région, c'est possible. Enfin là, il y en a que deux qui sont au fond en prise les uns contre les autres. Les Rwandais ne sont pas des champions de la corruption, c'est plutôt le moins kleptocratique des régimes. Et là, le régime de Félix Tshisekedi à Kinshasa lui-même est menacé. Donc on peut à certains moments dépasser un peu ce genre de logique kleptocratique entre ces deux gouvernements qui comptent. C'est pas le Burundi qui compte. Colette Braeckman, vous avez suivi de nombreux conflits dans cette région de l'Afrique des Grands Lacs. Comment envisagez-vous la suite ? Est-ce que, par exemple, il serait possible d'imaginer une tentative de stabilisation ? Parce que là, il y a eu aussi différents accords de paix avec une présence des Nations Unies, la MONUSCO, et puis bon, tout ceci aboutit aujourd'hui à une impasse. Je crois que je suis ici à Goma et peut-être que hier j'ai assisté à un début d'éclaircie. Soyons prudents. Il y a une délégation dans la seule force morale qui existe encore dans ce pays, c'est-à-dire les églises. Une délégation de l'église catholique, de l'église protestante, qui veut s'entretenir avec tout le monde et aussi avec les pays voisins. Et l'église a encore un crédit. Ils ont été reçus par les rebelles du M23 qui ont expliqué leurs griefs et leurs problèmes. Ils vont imposer d'être reçus par le président Tshisekedi, et peut-être que, en tout cas au niveau congolais, on pourrait calmer le front intérieur, qui n'est pas le moindre, parce que le régime Tshisekedi est très critiqué. On lui reproche une grande corruption, des caractères ethniques, de favoriser certains groupes et pas d'autres. Et donc l'Église pourrait pacifier ce front intérieur, ce qui faciliterait évidemment, si la bonne foi revient, un début peut-être, je viens en conditionnel, de négociations avec le Rwanda. Mais il faut replanifier, si vous voulez, d'abord le front intérieur congolais. Et alors je pense aussi tout de même qu'au Rwanda, le président Kagame, le Rwanda qui a mis fin au génocide, a bénéficié d'un crédit moral tout à fait justifié pendant 3 décennies, mais que maintenant, les ombres du régime commencent à apparaître aux yeux de tous, et que c'est très bien d'obliger les grands de ce monde et de rendre service aux grands de ce monde, mais il faut aussi s'entendre avec ses voisins immédiats si on veut garantir sa propre sécurité. Ce sont des considérations qui vont finir par s'imposer. Oui, ça c'est quelque chose de fascinant en conclusion, Colette Braeckman, la manière dont effectivement l'image du Rwanda est en train de changer. Oui, elle change et ça va avoir des répercussions même sur l'économie du pays. Le tourisme peut en être affecté, le tourisme, les championnats du monde cycliste, donc des manifestations de très haut niveau que le Rwanda excelle à organiser et qui lui donnent un halo, une réputation bien supérieure à sa dimension. Une espèce le soft power du Rwanda risque d'être érodé. Affaibli. Or, le soft power est relié à l'économie aussi. Merci 1000 fois Colette Braeckman d'avoir été en direct avec nous depuis Goma. Je rappelle que vous êtes grand reporter au journal belge Le Soir. Thierry Vircoulon, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale. Lionel Zinsou, économiste et ancien Premier ministre du Bénin.